Ouais, on voulait envoyer un message à nos commerçants. Évidemment, on vous soutient. On sait que c'est compliqué pour vous. Ils sont dans une détresse financière et une détresse psychologique. Nous, on a une fleuriste, par exemple, je suis allé la voir la dernière fois, elle pleurait parce que c'est difficile psychologiquement. Ils étaient ouverts. En mars, ils ferment. En mai, ils rouvrent. Là, ils referment. Donc, c'est difficile pour eux psychologiquement. Donc, le premier message, c'était on vous soutient, on est avec vous. Deuxième message, c'était envoyer au niveau des dirigeants, des gouvernants, un message fort aussi. Faites confiance aux élus locaux, aux petits maires comme moi, parce que nous, on connaît bien nos petites boutiques et on serait en capacité d'adapter les précautions sanitaires, les sécurités sanitaires de façon très fine. C'est-à-dire, on pourrait très bien imaginer que les commerçants viennent nous voir avec un protocole très précis qui augmenterait par exemple les horaires d'ouverture pour lisser la présence, par exemple chez les coiffeurs, avec un nombre maximum de clients dans le magasin. Voilà, plein de petits détails, mais qui ferait que finalement, ça serait moins dangereux d'aller dans la petite boutique de centre-ville que d'aller se masser à 200 à Auchan ou à Leclerc ou dans les grandes surfaces. Donc ouais, l'objectif c'était ça, c'était soutien aux commerçants et message au gouvernement. Et bon, pour le coup, les deux objectifs ont été assez bien reçus parce que quelques jours après, il y avait un décret du Premier ministre qui changeait le premier décret. Donc c'est que d'une certaine façon, on a eu raison, la cinquantaine de maires qui ont pris ces arrêtés-là ont eu raison de le faire parce que le Premier ministre l'a dit le dimanche sur TF1. Le samedi matin, donc on l'a pris le vendredi soir, le samedi matin, on a quelques commerçants qui ont tenté le coup. Mais alors on a eu une présence de la police nationale dans les rues qui était hallucinante. Vous savez comment c'est, parfois on peut avoir des petits problèmes sur la ville, on appelle et puis il n'y a pas la patrouille à ce moment-là, il n'y a pas l'équipage. Donc on nous dit soit il faut attendre, soit envoyer la police municipale. Là, pour le coup, on avait deux voitures de police qui circulaient dans la ville et qui s'arrêtaient chez nos commerçants pour les menacer. Tout simplement, on va vous verbaliser, vous risquez une fermeture administrative. Donc bon, la verbalisation... J'aurais très bien pu dire que c'était pas un problème et que nous, on les aurait aidés, nous élus. Mais la fermeture administrative, c'était trop dangereux, trop risqué pour eux. Donc finalement, à partir du lundi, il n'y avait plus de commerçants qui auraient pu avoir le droit avec mon arrêté qui était ouvert. L'arrêté est suspendu, c'est-à-dire que c'était pas une grande surprise pour nous, on s'y attendait, on avait vu venir le coup. Maintenant, on n'est pas sûr que nos arguments de fond aient été entendus. Il y aurait pu avoir un non-lieu aussi parce qu'il se basait sur le premier décret. Or, le premier décret n'était plus valide. On va regarder. Alors, la suite, peut-être, on regarde si ça vaut le coup de faire un appel ou pas. Vu que les deux premiers objectifs ont été atteints, ça vaut peut-être pas forcément le coup d'aller en appel, puis en Conseil d'État. On est en train de regarder ça. On est tous sortis dans les rues. En mars, au premier confinement, les rues étaient désertes, il y avait très peu de monde qui circulait. Là, est-ce que vraiment on a l'impression que c'est un confinement? Je ne pense pas, mais en même temps, la liste des exceptions des gens qui ont le droit de sortir est quand même très très longue. Et ça commence par les lycées, les collèges et les écoles qui nécessairement font que les gens amènent les enfants, vont les rechercher à midi, etc. Ça fait aller beaucoup de gens dans les rues. Moi, je suis aussi professeur des lycées, donc c'est quelque chose que je connais très bien vu que je suis maire, mais j'ai gardé quelques heures d'enseignement. Et à partir du moment où c'est cette même idée de l'acceptation du confinement par les gens, qui était de 95% au premier confinement, qui est de 70% maintenant, moi je pars du principe que les messages qui sont envoyés par les gouvernements ne sont pas clairs. Et qu'à partir du moment où c'est pas clair, ça amène de la confusion dans l'esprit des gens. Et du coup, ça amène pas l'acceptation de ce que devrait être le confinement. Parce que finalement, maintenant, si je reprends l'idée des commerçants, à part les fleuristes, le toiletteur canin et la vente de vêtements, sur qui on dit c'est de votre faute, si vous rouvrez, le virus va passer par chez vous. À part eux, tout le monde est ouvert. Les gens vont au boulot, les écoliers vont à l'école, les bouchers vont dans leur boucherie et les gens vont dans les grandes surfaces. Donc on n'a pas l'impression d'un confinement, ça c'est une certitude. Alors en septembre, le protocole avait été allégé. Et à la rentrée de la Toussaint, le protocole était censé avoir été
alourdi, renforcé, ouais, c'est ça. Et en fait, c'était marqué si possible à chaque fois. Alors pour nous, c'est très compliqué parce que on a des budgets qui sont de plus en plus serrés, hein. Les dotations de l'État ne font que baisser au fur et à mesure des années. Et là, on nous demande de renforcer les nettoyages, renforcer les effectifs pour scinder les classes, etc. En tout cas, en termes de nettoyage, nous, on n'est pas en capacité de le faire financièrement. Et puis aussi, faut trouver les gens. C'est-à-dire que trouver des gens qui sont en capacité de faire de la désinfection et du nettoyage de façon efficace et professionnelle, ça ne se trouve pas sur un claquement de doigts. Donc c'est assez compliqué à gérer. Ouais.